Bonjour à tous. Louis Poupard, je travaille pour Jefferson Wells. Je propose qu'on attende encore 2 minutes que les derniers retardataires se connectent et puis on pourra lancer effectivement la présentation. Je vois que les bonsoirs défilent dans le chat. C'est chouette à voir. Bonsoir à tous. Et que le nombre de participants croît. Donc, c'est aussi chouette de voir que tout le monde rejoint le webinaire. Du coup, moi, je me présente en 2 mots. Donc, Louis Poupard, je travaille pour Jefferson Wells. On est spécialisé en recrutement engineering. Et on vous présente, Alban et Frédéric vont vous présenter ce soir un webinaire sur le développement d'un robot autonome. C'est en partenariat avec l'Union Gram. Alban et Frédéric, je vous laisse la parole. Et juste avant de vous laisser la parole, je vais juste préciser que vous pouvez inscrire vos questions dans le chat ou dans la section questions. On y répondra en fin de webinaire. Et alors, pour votre information, le webinaire est enregistré. Le lien sera transmis par email à tous les inscrits et il sera également disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Pour rentrer dans le vif du sujet, Alban et Frédéric, je vous passe la parole. Ok, merci Louis. Bonsoir à tous. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette petite heure de webinaire. Et Fred, comment vas-tu? Ça va, Alban. Heureux de te retrouver. Et donc, comment ça va, toi? J'ai déjà été en meilleure forme, mais content d'être avec vous quand même. Effectivement. Bonsoir tout le monde. Merci à Jefferson et Wells et à l'Union Gram de nous permettre de présenter un peu nos petites expériences en matière de développement de robots autonomes. Donc, tout à fait. Fred, on va commencer peut-être par se présenter. Tout à fait. Je te laisse la parole. Donc voilà, certains parmi vous me connaissent déjà. Donc, Alban Van Latem, donc je suis enseignant-chercheur à Elmogram. Je suis un passionné de robotique. Et j'ai participé au projet de robotique dont on va vous parler par la suite. Et par la suite, maintenant que je suis enseignant-chercheur, je suis devenu le coach de ce projet de robotique au sein d'Elmogram. Et donc, moi, c'est Frédéric Seny ou Fred. Je suis comme Alban, je suis juste plus vieux et j'ai plus de cheveux. Donc voilà, nous sommes tous les deux enseignants, donc comme j'ai déjà dit, donc à la haute école Elmo, donc qui se compose en 5 départements. Il y a le pédagogique, il y a l'économique, le social, le paramédical et enfin l'informatique et technique. Où est-ce qu'on se trouve, nous? On se trouve sur le campus de Lourdes. Donc, le campus de Lourdes, il est le long de Lourdes, comme le nom le suggère. Et sur ce campus, on retrouve formation paramédicale ainsi que l'informatique et le technique. Et encore plus précisément, nous sommes à Gram, à l'école d'ingénieurs dans le département informatique et technique, qui propose divers cursus en bachelier et également en master. Industrie énergétique durable et même Industrial and Business Engineering avec HEC. Ok, Fred, on ne va pas être là pour parler que de notre école. On va commencer à parler des robots autonomes. C'est pour ça que tout le monde est là. Enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça que je suis là. Ouais, mais je suis là aussi. On passe au slide suivant. Ok, donc comme vous le savez, les robots prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Donc, on voit apparaître des robots autonomes un peu partout. Non pas les robots industriels, comme vous pouvez voir en haut à gauche, ou les robots de cuisine, qui existent depuis déjà maintenant un petit temps, mais c'est plutôt ceux qui ont la capacité de se mouvoir autour de nous en s'adaptant à leur environnement, comme le petit robot à droite.
Donc, ce sont des robots autonomes qu'on va parler de basiques, qui sont sous la forme de robots tondeuses ou de robots aspirateurs, comme Fred va vous montrer sur la petite vidéo. Et donc ici, on voit un robot tondeuse. Bon, c'est une publicité, on a pris un petit morceau. On n'est pas du tout actionnaire, mais on peut voir un robot qui se bouge de manière autonome. Et donc l'humain est intervenu pour délimiter le territoire. Et lorsque le robot arrive au bout du territoire, il effectue des opérations de changement de direction, par exemple, comme ici. Donc, si la robotique vous intéresse, vous avez peut-être même entendu déjà parler de l'entreprise Boston Dynamics qui développe des robots qui sont vachement plus impressionnants que ça. Donc, par exemple, ici à gauche, avec leur robot chien qui s'appelle Spot, ou leur robot humanoïde qui fait des acrobaties vachement plus impressionnantes que ceux que je suis capable de faire, donc le robot Atlas. Et oui, donc Spot et Atlas ne jouent pas dans la même cour que ce robot tondeuse qu'on a montré dans la vidéo précédente, mais pourtant tous ces robots possèdent des composants similaires. Et en effet, hein, donc le but ici du webinaire, ce sera de décortiquer un peu ce qu'on retrouve dans un robot autonome. Hein. Donc, on va illustrer tout ça avec les constituants principaux. Donc, le sujet est assez vaste, hein, donc mine de rien. Donc, du coup, on va seulement se limiter à notre expérience dans le cadre du concours au robot, dans lequel certains de nos étudiants plongent corps et âme pour développer un robot autonome. Oui, donc on développera un peu le sujet de comment développer un robot autonome en 4 points. Donc, que retrouve-t-on dedans? Que doit-il faire? Quelles solutions peut-on envisager? Et quel grand piège faudrait-il éviter? Et étant également acteur dans un projet de l'Union Gramme, donc qui s'appelle l'Atelier de Zénob. Donc, c'est une communauté de passionnés en robotique qui a pour but de réaliser des projets à vocation sociale. On va profiter de l'opportunité qu'on a ici de vous présenter la contribution que l'Atelier de Zénob a réalisée pour Innobotique. Il s'agit du premier projet, le CEFER. Ok, commençons par le cadre. Donc, notre cadre est ce concours Eurobot, qui est un concours européen qui est ouvert aux jeunes de 18 ans et plus, mais pas pour les trop vieux, puisque Alban est déjà trop vieux pour concourir, lui. Mais par contre, il peut être coach d'équipe. Mais il existe également donc une version Eurobot junior pour les moins de 18 ans. Donc, avis aux jeunes amateurs. Voilà, et ce concours, en fait, se déroule en 2 grandes phases, hein, donc un peu comme l'Eurovision. Donc, on a une phase de qualification nationale. Donc, chez nous, c'est le concours Robotics qui est organisé par Planète Science. Et pour ceux qui sont sélectionnés, donc si on fait partie des 2 meilleurs ou qu'on a le prix de la créativité, on peut participer au concours européen Eurobot. Et donc, chaque année, ce concours propose un thème qui change donc vraiment chaque année. Donc, cette année, c'est Age of Bots, qui a en fait, c'est pour parler d'archéologie. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le plan d'une table ici à droite, où il y aura 2 équipes adverses, donc ici les jaunes et les mauves. Et pour chaque équipe, il peut y avoir jusqu'à 2 robots qui vont se disputer le terrain pendant 90 secondes pour mener à bien certaines missions et des tâches afin de récolter un maximum de points. Et le but, évidemment, remporter le match. Et donc, c'est une compétition qui a lieu et le fair play est évidemment de mise parce que les robots doivent bouger, mais il faut faire attention aux pénalités. Les 2 grandes pénalités importantes sont la pénalité due à de l'anti-jeu, donc un robot ne peut pas bloquer volontairement d'autres robots, surtout des robots adverses évidemment, et de même 2 robots de 2 équipes différentes ne peuvent pas entrer en contact. Alors voici une petite vidéo qui montre la finale. Vous ne verrez pas toutes, mais vous verrez au moins. Alban, je te laisse la parole. Voilà, oui. Donc ici, voilà par exemple un bout de finale de la Coupe française donc c'était en 2019, donc il y a 2 ans. Donc c'était à ce moment-là, c'était la chimie qui était le thème. Et donc là, on voit, voilà, 2 robots, les noirs et les gris, donc qui sont partis à grande vitesse et qui sont en train de remplir chacune des tâches. Maintenant, évidemment, c'est un peu saccadé avec les vidéos, mais vous pouvez voir que chaque robot a sa propre intelligence et se déplace tout en évitant les robots adverses. Donc, ils évitent de se gêner, mais on ne sait pas. Donc, tout ça, c'est complètement aléatoire dans le sens où on ne sait pas ce que les robots adverses vont faire, évidemment. Donc, il faut vraiment donner une intelligence à nos robots
pour pouvoir éviter, donc comme vous voyez ici, il y a des robots qui risquent de se percuter, mais qui ne vont pas se percuter parce qu'ils sont très malins. Ok. Donc, chez nous, à Gram, on propose aux étudiants qui le souhaitent de participer à cette folle aventure et extrêmement riche avec notre support. Voilà, donc on arrive au cœur du sujet, hein, donc développer un robot autonome. On en a profité pour nous mettre en avant donc les équipes qui sont équipées de leurs robots des 4 dernières années. Malheureusement, je n'ai pas celle de l'année dernière. Donc, avant de se lancer dans la construction même du robot, il est bon de se poser quelques questions. Que doit-il faire? Quel est son objectif? A priori, il devra se déplacer. Devra-t-il pousser des objets, prendre ces objets? Doit-il voir? Et donc, pour chacune de ces questions, c'est important d'investiguer un petit peu les solutions avant de les intégrer dans le robot. Mais oui, justement, Fred. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un robot autonome? Ah, tu as un exemple? Bah, tu peux aller à la slide suivante. Ah ouais. Et donc, le robot ici est un robot, somme toute, assez simple, mais on peut observer des grandes familles, comme la famille des capteurs, qui permettent au robot de sentir son environnement. Il y a des cartes électroniques, une ou plusieurs, qui composent le cerveau programmable. Et qui dit programmable dit code, hein, donc ce qui a toute son importance pour un robot, c'est lui qui va lui donner son intelligence. On va aussi retrouver les actionneurs qui sont ici, par exemple, donc qui sont des éléments commandables du robot, hein, donc pour réaliser des actions dans son environnement. Et donc dans le cas ici, ce qui a été ciblé, c'était pour se déplacer, donc les moteurs. Enfin, on retrouve aussi l'alimentation. Donc tout ce beau monde, évidemment, a besoin d'énergie pour fonctionner, donc il faut aussi bien penser à savoir alimenter tout cela. Mais d'abord, comment s'articule-t-elle? Et voilà, on va regarder ici. Donc, vous allez voir un schéma logique qui retrace le fonctionnement global d'un robot. Donc, en premier lieu, on a l'état des capteurs qui est mesuré, donc à gauche, représenté par un œil. Donc, les informations que l'on va mesurer vont être rapatriées vers ce cerveau programmable qui va les analyser et prendre une décision, enfin, une ou des décisions selon la stratégie globale qui aura été programmée. Ensuite, cette décision va entraîner une commande vers les actionneurs. Le tout doit être correctement alimenté en énergie, comme je l'ai déjà dit, donc pour assurer le bon fonctionnement de tout ce beau monde. Enfin, comme vous pouvez le voir, il y a le code qui se trouve un peu partout, mais on va donc le garder pour la fin, puisqu'il parle d'intelligence. Pour commencer, on va parler des capteurs. Des capteurs, il y en a de toutes sortes. Des capteurs pour toucher, des capteurs pour détecter un obstacle à distance, des capteurs pour suivre, voire même pour voir. On commence par des capteurs que nous avons estampillés simples. Voilà, donc comme capteur simple, on a mis des capteurs qui étaient des simples on-off, hein, donc qui renvoient un 0-1. Donc c'est ce qu'on appelle des capteurs tout ou rien, ou des capteurs analogiques donc, qui donnent une valeur, par exemple, entre 0 et 255, lorsqu'on veut, par exemple, mesurer une couleur. Donc les deux capteurs qu'on a mis en avant ici, donc au-dessus à droite, vous avez un capteur de fin de course, donc c'est juste comme un interrupteur. S'il y a un contact, ça va fermer, et donc on va pouvoir savoir que le contact est fait ou pas. Un autre plus intéressant qui est utilisé dans le petit robot là qui est en train de se déplacer en bas à droite. Vous avez un capteur de suiveur de ligne qui, même chose, renvoie juste un 0 ou 1 en fonction de est-ce que je suis sur la ligne ou est-ce que je ne suis pas sur la ligne. Cela permet du coup au robot de se diriger. Maintenant, ça reste encore assez basique, hein. Comme vous pouvez le voir, le robot est quand même pas si souple que ça dans ses déplacements avec ce type de capteur. Des capteurs un peu plus complexes comme ce capteur de distance par ultrason, donc il est basé sur un temps de propagation aller-retour d'une onde d'ultrason, tout comme les chauves-souris les exploitent pour détecter les obstacles et sentir leur environnement. Donc connaissant le temps de propagation aller-retour, la vitesse du son, on peut déduire et calculer une distance. Alors bon, ces capteurs ont des limites, comme le montre la vidéo ici. Vous avez la petite loupiote verte qui indique qu'un objet a été détecté, mais selon l'inclinaison et donc un problème de propagation aller-retour de l'onde, eh bien, il n'y a pas d'obstacle. Et il y a des capteurs un peu plus compliqués.
Voici donc des capteurs plus complexes. Donc ici, on a listé la caméra. Donc la caméra et le LiDAR. Donc le LiDAR, ça par contre, donc, autant caméra, là je suis sûr que tout le monde connaît, autant un LiDAR, c'est seulement ceux qui s'intéressent un peu plus à la robotique qui connaissent. Donc c'est le même principe que le système ultrason dont parlait Frédéric juste avant, sauf qu'on est basé sur un système de time of flight. Donc c'est une technologie laser qui va calculer un aller et un retour, et en fonction du temps que ça a pris, de savoir la distance qui a été mesurée. Maintenant, quel est l'intérêt? C'est que ça va beaucoup plus vite que l'ultrason, et c'est plus précis. Et comme ça va plus vite, on peut se permettre de commencer à faire tourner ce capteur. Et donc, si on connaît l'orientation de ce capteur lorsqu'il a fait la mesure d'un point, on peut avoir tout un ensemble, toute une map 2D, en fait, des distances mesurées. Donc, à 360 degrés. Donc, pourquoi est-ce qu'on considère que Fred et moi, on a mis ceci comme un capteur complexe? C'est parce qu'en fait, l'acquisition, elle peut s'avérer simplifiée avec des bibliothèques qui existent déjà, mais le traitement qu'on fera de ces données est beaucoup plus complexe qu'un simple bouton on-off, quoi. Donc, maintenant, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup plus de données. Donc, il faut seulement savoir les traiter, mais ça peut être intéressant pour faire beaucoup plus d'actions différentes, donc des analyses plus différentes. Donc, on va ici avoir un exemple au prochain slide présenté par Fred. Oui, donc ici, on a un robot autonome qui est un drone qui embarque une caméra. Cette caméra donc scanne l'environnement et détecte les aroucos, donc qui sont des sortes de QR codes. Et le traitement embarqué permet de déterminer l'orientation en fait de ces aroucos et de finalement par positionnement relatif repositionner ou pouvoir se situer, que le drone puisse se situer dans son environnement. Il y en a un autre. Alban, on va vous présenter. Voici donc le capteur qui, selon moi, est le plus complexe de tous. C'est une caméra de profondeur. Donc, qu'est-ce qu'une caméra de profondeur? Ça couple les avantages de la caméra, donc comme vous pouvez le voir, et en même temps les avantages un peu comme le LiDAR, et l'ultrason, d'aller mesurer des distances. Donc, on peut réussir à faire un nuage de points en 3 dimensions. Et le tout, en plus, est rajouté ici dans ce cas-ci avec un IMU qui est ce qu'on appelle un Inertial Motion Unit, qui est en fait un système qui nous permet de connaître l'orientation et les déplacements du capteur, donc de la caméra dans ce cas-ci. Donc, comme vous pouviez le voir, il y avait le repère orthonormé qui se déplaçait en fonction de la position que la main était en train de faire, en haut à droite. Synthétisons un peu ce volet capteur. Donc, il est important de définir ce que le robot doit percevoir de son environnement. Cela impliquera évidemment le choix de capteurs adéquats tout en connaissant ses limites. Nous trouvons qu'il est important de penser simplement au niveau de ces capteurs-là parce que c'est souvent plus efficace. Et enfin, pour pouvoir faire la transition avec le sujet suivant, le choix des capteurs, comme on l'a vu ici avec les caméras notamment, il y a un besoin en calcul et donc en ressources processeurs. Oui, donc pour faire ces gros calculs et donc gérer l'ensemble du robot, on a besoin d'un ordinateur. Mais du coup, dans notre cas, plutôt qu'utiliser des gros PC, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle des nano-ordinateurs qui ont en fait plus ou moins la taille d'une carte de crédit. Donc, et cela permet en fait de diminuer l'encombrement, évidemment. Donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, donc les photos à droite les cartes sont assez petites. Elles ne font qu'à peu près une dizaine de centimètres sur 5, quoi. Donc, l'encombrement est vraiment plus petit, mais la consommation énergétique est également plus faible. Maintenant, vous vous en doutez bien, on ne peut pas retrouver la même puissance que si on était avec un gros PC niveau calcul. Donc, comment on appelle ces cartes-là? On appelle ça des single board computers. Donc, elles comportent tout ce qu'on peut retrouver dans un ordinateur classique. Donc, on va retrouver le microprocesseur, on va retrouver de la mémoire RAM, on va retrouver des entrées-sorties, et j'en passe. Donc, cela va nous permettre de servir de cerveau programmable pour notre robot. Oui, donc ici, on a repris trois cartes électroniques. La 4e version du Raspberry Pi qui embarque un processeur à 4 cœurs, architecture ARM,
Il est composé, il possède jusqu'à même 8 Go RAM. Il possède plusieurs périphériques Ethernet, USB 3, USB 2, deux ports HDMI et j'en passe. Sur la droite, au-dessus, on a donc la Jetson Nano, qui est une carte de Nvidia, le constructeur de cartes graphiques. Un peu plus costaud, puisqu'on a, outre un CPU à 4 cœurs, on a également un GPU, donc un processeur graphique à 128 cœurs. Et une autre carte que je n'ai jamais utilisée, mais dont j'ai déjà entendu parler, c'est la BeagleBone AI, qui possède un cœur qui contient en fait plusieurs cœurs à l'intérieur, notamment certains dédiés au calcul en intelligence artificielle. Donc, ouais, comment choisir, me direz-vous? En fait, tout dépend de nos besoins, encore une fois, hein. Donc, globalement, on pourrait dire que le Raspberry Pi, dans les cartes ici présentées, serait plutôt une carte de type General Purpose, donc qui servirait un peu à tout. Donc, la plus polyvalente d'entre elles. Donc, elle se débrouille un peu dans tous les domaines, mais n'est pas une experte. Tandis que si on veut avoir une intelligence artificielle pour reconnaître des objets dans un flux vidéo ou dans des photos, par exemple, là, ça serait intéressant d'avoir un GPU plus puissant. Donc, on irait par exemple vers la Jetson Nano euh, pour s'y retrouver. Ok, Alban, Voilà. écoute, moi je choisis un Raspberry Pi, c'est parti. Donc, tu prends le Raspberry Pi, ok. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu attendes encore un peu. Parce que est-ce que le Raspberry Pi va faire tout dans ton robot? Bah, ça dépend un peu de la complexité de toutes les tâches. Ben oui, en effet. Donc, en fonction de ta complexité, il va falloir faire attention. Et parfois, il est préférable de répartir les tâches sur plusieurs cartes électroniques. Donc, à ce moment-là, on va parler de cartes de contrôle. Ok, donc on a le cerveau à gauche qui transmet des ordres à d'autres cartes de contrôle qui sont décentralisées, qui est ailleurs sur le robot. Le cerveau délègue cette tâche à des microcontrôleurs. Oui, voilà, donc c'est ça. Donc, un peu comme notre cervelet, hein, qui nous permet, entre autres, de gérer nos mouvements et notre équilibre, sans que le cerveau ait besoin de s'occuper de ça. Donc, il sous-traite l'information au niveau du cervelet pour éviter d'encombrer le travail. Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que ça divisé pour mieux gérer. Donc, ces cartes de contrôle, vu qu'elles font des tâches plus simples, on va utiliser plutôt des cartes à microcontrôleurs, qu'on appelle ça. Donc, contrairement à celles à nano-ordinateurs, qui sont des cartes à microprocesseurs. C'est ça, donc globalement, ça décharge notre cerveau principal, ça lui évite un bon burn-out. Sur la droite, on va vous montrer une petite vidéo. Vous voyez donc un robot à 3 étages. Je vais prendre mon petit curseur avec l'étage supérieur reprenant la batterie. Vous avez le Raspberry Pi sur l'étage central et tout en bas, vous avez une carte de contrôle qui effectue la commande des moteurs et qui régule leur fonctionnement afin de tracer une ligne droite. Malgré les perturbations folles de Laurent. Oui, malheureusement, enfin, si c'est le même cas pour tout le monde, voilà, le robot arrivait à son point de destination malgré les perturbations, effectivement. On voyait en fait osciller le robot. Je ne sais pas si pour tout le monde vous avez vu, parce que de mon côté, c'était fort saccadé. Mais voilà, on va passer au niveau d'une synthèse donc, par rapport à ce cerveau, ce cerveau programmable. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est définir une stratégie globale. Donc, qu'est-ce que l'ensemble de notre robot va faire? Et en fonction, on va choisir quel type de cerveau il va falloir et s'il va falloir commencer à répartir les tâches. Donc, on va clarifier chacun des process, hein, donc le quoi, quand, comment, au niveau des mesures, au niveau du traitement, au niveau de la commande. Enfin, ça nous permet de choisir les cartes électroniques selon ces différents besoins. Donc, s'il n'y a pas de grands besoins, on peut se limiter avec un seul nano-ordinateur. Mais par contre, si on doit commencer à faire des traitements plus complexes, on va préférer décharger le système en divisant, donc en mettant, comme on l'a expliqué, un nano-ordinateur qui va s'occuper plutôt de tout ce qui est tâches complexes, donc le traitement d'images, des choses comme ça, et
il va donner des ordres à des esclaves, des cartes à microcontrôleurs, donc des cartes de contrôle, pour réaliser des tâches qui ont l'air simples et spécifiques, en tout cas qui ont une meilleure maîtrise sur le temps, où on a besoin d'avoir des choses très rapides et plus simples. Enfin, pour terminer, l'intérêt, enfin ce qui est un gros conseil que l'on donne à nos étudiants, c'est de tester en fait ces différentes parties lorsqu'on développe, puisque et chacune de leur côté, avant de les assembler, parce que imaginez que tout fonctionnera du premier coup lorsqu'on mettra tout ensemble, ça fait partie d'une lubie impossible à atteindre. Effectivement. Donc, ces différentes cartes électroniques vont piloter, commander des actionneurs, qui est le sujet suivant. Alors, des actionneurs, il en existe de toutes sortes. Ce sont des dispositifs qui convertissent une énergie, typiquement une énergie électrique, en un mouvement physique. Et donc, on a repris des actionneurs à mouvement rotatif, comme le moteur d'essai, le moteur pas à pas, le servo rotatif, le moteur brushless. Mais il en existe d'autres, comme les vérins ou les servos linéaires, donc qui proposent un mouvement rectiligne. On a aussi l'électroaimant, donc qui est un aimant dont son effet est pilotable par des signaux électriques. Ok, donc c'est bien théorique hein, tout ça, mais ça sera encore mieux avec un petit exemple. Donc j'ai remarqué qu'il y avait dans les participants certains de l'année passée qui vont reconnaître le robot de l'année passée qui prenait des gobelets grâce à un système de pince. Ainsi que sur la droite, vous pouvez voir pour un système qui est juste en train de se déplacer, donc il n'y a même pas d'intelligence, c'est seulement avec la carte, un microcontrôleur, pour déplacer dans toutes les directions le robot. Donc j'en profite pour parler en plus du système qui est utilisé à droite, qui est assez intéressant, qui utilise des OmniWheel, donc c'est un système de roues qui permet d'aller dans toutes les directions. Donc par combinaison de rotation, on peut dire, OK, en faisant, on évite en fait de devoir faire des créneaux. On peut se diriger dans toutes les directions facilement en X, Y, sans devoir se tourner. Next, l'alimentation. Et donc, pour pouvoir faire fonctionner toutes ces cartes électroniques, tous ces actionneurs, ces capteurs, il est nécessaire de leur fournir l'énergie dont ils ont besoin. Et donc, cette énergie se trouve sous forme typiquement donc électrique, stockée dans des batteries. Maintenant, il est important d'avoir à l'esprit que les tensions de fonctionnement des cartes électroniques et des actionneurs sont différentes. Pour les cartes électroniques, on a typiquement du 3 volts 3 ou du 5 volts, alors que les actionneurs fonctionnent plutôt en 12 volts, voire 24 volts. Donc, il faut bien faire attention que chaque composant ait son bon niveau de tension. Trop bas, il ne fonctionnera pas. Trop haut, il y a des risques que ça explose. Voilà, et donc deux solutions s'offrent à nous, hein. Donc soit on utilise une batterie spécifique pour chaque élément, donc ça peut vite prendre de la place et être fort cher aussi. Mais maintenant, ça nous assure d'avoir la bonne tension et le bon courant directement. Par contre, il faut faire attention, hein. Donc pour tous ceux qui ont fait un peu d'électronique, les masses doivent être les mêmes. Donc les masses doivent être câblées, c'est ce qu'on appelle les masses communes. Sinon, on peut prévoir des composants de couplage tels que l'optocoupleur. Donc ça, c'est une des solutions. L'autre solution, ça serait d'utiliser une seule batterie dont la tension est suffisamment haute pour alimenter le composant qui consomme le plus, imaginons des moteurs qui fonctionneraient à 24 volts, et d'avoir une carte qui va s'occuper de l'alimentation et de dispatcher correctement les différentes tensions pour que la carte d'un microcontrôleur, par exemple, ou d'un microprocesseur reçoive bien un 3 volts 3 alors qu'on vient d'un 24 volts. Maintenant, attention, il y a aussi un autre problème avec ça, c'est qu'on gagne peut-être de la place, on a moins de câbles et tout ça dans l'histoire. Par contre, on doit bien s'assurer que la batterie peut fournir suffisamment de courant pour alimenter tout le monde en même temps. En tout cas, que le pic de courant soit suffisamment faible pour que la batterie puisse suivre. Il nous reste la partie du code, parce que finalement, sans le code, il ne se passerait pas grand-chose, rien ne pourrait fonctionner. Parce que c'est au travers du code que nous, les concepteurs, donnons toute l'intelligence au robot. Si le robot doit effectuer des tâches relativement simples, comme le petit robot du dessus avec lequel le petit garçon joue, on a une carte Arduino pour le piloter. Ce système est relativement simple et donc il peut être programmé directement avec un codage en dur sur l'Arduino en codant toutes les tâches, toutes les instructions.
Mais dans le cas où on a un dispositif comme Atlas en dessous qui est beaucoup plus complexe, avec de nombreux périphériques et un contrôle très fin, eh bien, on peut proposer d'autres solutions, n'est-ce pas, Alban? Voilà, oui, effectivement. Donc, il y a des personnes qui ont pensé à ce problème-là parce que les robots devenant de plus en plus complexes, certaines personnes se sont mis donc dans le milieu de l'open source à créer des boîtes à outils. Donc, pour faciliter le développement et la gestion d'un robot. Donc, en fournissant des outils qui sont tout faits et qui reviennent assez souvent dès qu'on veut réaliser un robot. Par exemple, je vais parler de régulation. Les étudiants que j'ai doivent comprendre pourquoi je prends cet exemple. Donc, pour réaliser certaines tâches. Et donc, cela va aussi nous permettre, donc c'est une bibliothèque qui va nous permettre de faire communiquer les différents composants entre eux de manière beaucoup plus facile. Néanmoins, c'est pas si facile à prendre en main. Fred va en parler par la suite. Donc, cette boîte à outils, elle s'appelle ROS, pour Robotic Operating System. Et en fait, c'est pas exactement un operating system, mais plutôt ce qu'on va appeler un méta-système d'exploitation. Donc un peu plus vaste encore, c'est plutôt un type de langage, c'est vraiment très abstrait. Mais justement, cette couche d'abstraction nous permet d'éviter de devoir se concentrer qu'on fonctionne avec ce type-là de carte ou cet autre type de carte. On veut faire une tâche, on demande la tâche et elle se réalise. Voilà un peu l'utilité de ROS. Donc la grande force de ROS, c'est sa communauté. Évidemment, il propose des bibliothèques logicielles, comme Alban l'a expliqué, qui facilitent l'intégration des dispositifs. Donc ça permet d'établir un standard de communication afin de faciliter la communication entre les différents éléments. Mais Alban l'avait déjà un peu teasé, ROS est loin d'être facile à prendre en main. La couche d'abstraction qu'il amène ne facilite pas du tout l'apprentissage. Et donc, c'est pourquoi on suggère de réserver son usage à ceux qui sont déjà un peu avertis à l'usage même des robots, à la constitution, à la construction du robot, au codage des éléments internes au robot. Et Alban va vous présenter un exemple. Voilà, donc un outil qui est vraiment pratique, qui est difficile de réaliser sans ROS, c'est le SLAM, donc c'est le Simultaneous Localization and Mapping. Donc voilà, ici vous voyez un robot qui doit se déplacer d'un endroit à l'autre. À droite, vous voyez une ligne blanche qui se trace. En fait, ça, c'est ce que voit le robot en temps réel. Et cela se rajoute sur une carte qu'il connaît, donc là, qui est en noir. Et donc là, il va pouvoir détecter des obstacles qui n'y étaient pas. Donc là, il vient de faire un cercle bleu pour l'éviter, pour savoir qu'il devait l'éviter. Et donc, il va pouvoir gérer en temps réel ce qui se passe autour de lui pour les éviter ou pour justement rentrer dedans s'il fallait le rentrer dedans. Donc voilà, ici par exemple, d'esquiver les deux poubelles. On peut voir aussi la courbe en bleu à droite qui va se tracer pour dire ça c'est la direction de base et la trajectoire de base et on voit qu'elle est modifiée en fonction de ce qu'il voit. Donc c'est ce qu'on appelle le global planner. Global planner, c'est le lieu enfin la trajectoire qu'on est censé prendre au départ. Donc un peu comme lorsque vous voulez vous rendre à un endroit en voiture, vous mettez votre GPS et vous avez la direction qu'il faut prendre. Et vous avez le local planner qui fait en fonction de ce que vous voyez à l'instant présent. Donc par exemple, la rue est bloquée, je change de direction et hop, on retravaille la trajectoire. C'est un peu ça le SLAM. Donc le robot se remet en question par rapport à ce qu'il voit et ce qu'il était censé voir. Synthétisons tout cela. Donc, dans un robot autonome, on retrouvera les capteurs qui permettent au robot de percevoir son environnement. L'état de ces capteurs sera mesuré par un ensemble, enfin une carte ou plusieurs cartes électroniques, donc que nous avons baptisé cerveau programmable, avec le code qui va avec. Et la stratégie sera donc embarquée sur une ou plusieurs de ces cartes-là. Les commandes seront appliquées à différents actionneurs pour que le robot réagisse. Et tous ces éléments seront donc alimentés proprement. Mais avant le mot de la fin. Voilà, un petit peu de pub, évidemment. Donc l'Union Gram, qui est l'association des alumni d'Elmogram, donc des ingénieurs d'Elmogram, on a créé au sein de cette Union Gram
l'atelier de Zenob, en fait, qui est un club de robotique qui a pour but, en fait, de former, de continuer de s'auto-former, de partager ses expériences au sein d'une communauté de passionnés de robotique. Et comment est né ce club, enfin, ce club de robotique, ce projet? C'est tout simplement parce que ce sont des anciens du projet de robotique qui, après avoir fait le robot une fois, ben, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est reparticiper à ce type de concours ou revivre en tout cas une expérience de ce genre-là. Et donc, l'atelier de Zenob est là pour rendre cela possible en réalisant des projets qui nous tiennent à cœur et donc qu'on se veut orienter tout ce qui est humanitaire, social, et donc vraiment porteur de sens dans la société qui nous entoure. Et donc, le projet dans lequel on a été impliqué touchait le Covid, cette sacrée pandémie. Et donc, le robot SafeR, on a contribué au robot SafeR. Donc, vous pouvez observer un robot qui bouge, qui possède une carcasse, qui possède un écran tactile, interface avec l'utilisateur, quelques boutons également. Et donc, Oui, et donc bah, ce robot servait à tuer le Covid, hein, donc de manière autonome. de manière autonome. De- Ça, à mon avis, on n'en a pas besoin. Voilà, voilà. Ceci achève le webinaire. On vous remercie de votre attention et nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions. Alors, au niveau des questions, j'ai vu qu'il y avait une première question sur comment intégrer le club Atelier de Zenob. Alors, c'est en cours de création, donc donc dans un tout premier temps, donc cette année, on est en train de faire avec les anciens du projet robot pour le moment, mais vous pouvez toujours nous contacter, aussi bien Fred que moi, pour voir, voilà, il y aura peut-être même des possibilités déjà cette année de pouvoir intégrer le projet, puisqu'en fait, on est en train de créer, donc on vient juste de prendre possession en fait du local qui a été inondé durant cet été, donc il a fallu remettre encore en état, et donc on est en train d'équiper avec le matériel qu'on peut. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, et là, on fait du sur-mesure pour le moment. Super. Et du coup, mais je pense que vos coordonnées sont mises dans l'invitation. J'espère, sinon je peux les remettre, je les remets dans le chat. Bon, bah voilà. Tu mets ton adresse, je mets la mienne. Voilà, vous avez mon adresse mail dans le chat. Super, merci. Et alors, pour être plus dans le contenu, j'ai une question de Laurent Franco. Je crois qu'Alban et Frédéric, vous le connaissez bien. Oui, on s'attendait à des questions de sa part. Il vous interroge sur le ROS. Oui. Est-ce vraiment un operating system ou doit-il être exécuté au travers d'un autre OS? Mais alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas réellement un operating system, c'est plus flou que ça, c'est vraiment un méta-système, quoi. Donc, il s'en fout un peu de l'OS qui tourne en dessous. Donc, par exemple, les cartes à microcontrôleurs qui sont assez puissantes peuvent tourner avec des systèmes qu'on appelle des RTOS, donc Real Time Operating System, et on sait faire tourner ROS dessus. Mais on sait faire tourner ROS sur un noyau au départ qui est quand même orienté Linux, mais maintenant ils l'ont ouvert pour que ça puisse même fonctionner sur des Mac ou sur un Windows. Mais dans un tout premier lieu, puisque c'était open source, ben, évidemment c'est une communauté qui était déjà fort proche du système Linux. Alors, Laurent, est-ce qu'on a répondu à ta question? Ça a l'air. Ça a l'air. En tout cas, il n'y a pas encore de commentaires. Euh, et je ne vois pas encore les questions suivantes arriver. Surtout, n'hésitez pas.
Une question de Alain qui vous demande si vous seriez prêt à travailler sur un robot déjà existant. Euh, Euh, donc, oui, Fred, tu me coupes si t'es pas d'accord, hein. Donc oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, ça dépend dans quel cadre, justement, encore une fois. Donc avec l'atelier de Zenob, pourquoi pas. Donc ici, le robot Cepher, par exemple, combinait déjà un robot qui existait déjà. En fait, c'est le robot Mir, qui est un AGV dont ceux qui ont suivi le premier webinaire ont déjà entendu ce mot-là. Donc qui sont des robots autonomes de niveau industriel, donc qui existaient déjà, mais qu'on a juste interfacé avec d'autres systèmes faits sur mesure. Là, on est aussi en train de travailler sur l'équivalent de Spot, hein, mais l'équivalent chinois. Donc un chien robot qui tourne sur ROS derrière, et donc on aimerait bien adapter. Maintenant, voilà, ça dépend ce qu'on veut faire. Évidemment, avec ce robot, c'est plutôt réaliser des tâches sur mesure, mais pourquoi pas travailler à partir d'un robot qui existe déjà. On est évidemment tout à fait ouvert. C'est vraiment très très large dans la manière dont on voit les choses. Alors, les questions commencent à affluer. J'en ai plusieurs qui sont liées au club Zenob. Je pense que, comme Alban, tu l'as dit, c'est en construction et c'est plus du tailor-made pour le moment. Donc, il y a ton adresse email dans le chat et je vais pas lire toutes les questions liées vraiment au club. Je vous invite davantage à les poser par email et ce sera ça me semble plus pertinent. Ça dépend effectivement des questions. Maintenant, oui. Quand je vois la question sur le tout degré d'étude, ouais. On est ouvert. On est ouvert. L'idée, c'est de l'ouvrir à tout degré d'études à terme. Donc, aussi bien qu'on ait une formation au départ en robotique ou pas. Évidemment, la communauté de base doit être assez solide, donc que tout le monde ait déjà un peu des compétences en robotique pour justement pouvoir permettre aux personnes qui n'y connaissent même rien de pouvoir venir apprendre grâce aux autres, en fait. Donc, de partager les expériences. Mais l'idée, c'est de l'ouvrir à tout le monde dans un deuxième temps. Donc, tout premier temps, évidemment, on doit avoir une structure solide. Et puis après, l'idée, c'est de vraiment ouvrir à tout le monde. Mais encore une fois, on peut faire du sur-mesure en fonction de la volonté, parce que la volonté, évidemment, a beaucoup d'importance dans ce type de projet. Mais ce projet est très ouvert. Super. En tout cas, vu le nombre de questions sur le sujet, c'est déjà quelque chose qui semble très intéressant. Une question plus technique de Laurent. Y a-t-il de nouveaux protocoles de communication qui sont en train de supplanter les autres dans le domaine de la robotique? Et alors, je pose une deuxième sous-question. Y a-t-il des choix préférentiels à faire, toujours pour les protocoles, quand on travaille sur un robot, ou est-ce en fonction des contraintes du système? Ah ben. Merci Laurent. On avait dit qu'on le blacklistait. Merci Laurent. Il me semblait qu'il fallait le blacklister. Donc, alors, au niveau des nouveaux protocoles, non, ben voilà, ici par exemple, ROS est un type, permet de faciliter les interfaçages. Maintenant, il n'y a pas de protocole qui est meilleur qu'un autre à ma connaissance. Mais ROS devrait, à mon sens, passer à une couche d'abstraction et quelque part, quel que soit le protocole en dessous, il y a les routines nécessaires pour faire les transcriptions entre le métalangage et puis véritablement les instructions à envoyer sur le bus. Je crois que le choix du protocole, il est surtout dépendant de ce que l'on doit transmettre comme information et les conditions dans lesquelles elles sont. Si c'est juste une très très courte distance entre deux cartes électroniques, peut-être qu'un petit bus classique, que ce soit de l'UART, pourrait très bien faire l'affaire. Voilà, c'est ça. Et quand on veut un truc un peu plus robuste, ben là, on partirait par exemple sur du CAN. On a déjà utilisé du CAN, oui. Qui est plus robuste. Mais maintenant, voilà, ils ont tous leurs avantages et ils ont tous des avantages et des inconvénients. Et ceux qui n'avaient que des inconvénients, ils ont été oubliés. Donc, voilà, il n'y a pas de. C'est vraiment en fonction du besoin. Je pense qu'il n'y a pas un protocole qui sort du lot par rapport aux autres. C'est vraiment en fonction du besoin qu'il faut faire. Et comme disait Fred, c'est ROS, par exemple, si on utilisait ROS,
qui permettrait de créer cette couche d'abstraction supérieure et qui, quel que soit le langage, quel que soit le protocole, permet de travailler facilement entre les différentes cartes. Une fois qu'on lui a dit que c'était du SPI ou de l'IKRC, par exemple, encore. J'ai Arthur Chauvet, qui n'est pas blacklisté, lui, hein, qui vous interroge sur quelles sont les limites du Raspberry 4B pour cette utilisation. Combien de capteurs, type, etc. Et alors, il fait une référence par rapport à un Arduino qui serait à préférer. Alors, l'Arduino, si on prend comme référence un Arduino Uno, par exemple, qui est un des grands classiques, on n'est pas du tout sur le même genre d'architecture. On a microcontrôleur côté Arduino, qui est un ATmega, et on a un vrai microprocesseur côté Raspberry, donc côté puissance de calcul, c'est deux mondes différents. On a un vrai operating system qui tourne sur Raspberry. Côté nombre de capteurs à placer, on a quand même pas mal de broches entrée-sortie qui peuvent être utilisées pour la communication. Certaines sont déjà dédiées à des protocoles classiques comme l'UART, le SPI et ce genre de choses-là. La caméra a son propre port. On peut placer, donc nous, ce qu'on a déjà fait, c'est placer des capteurs qui sont à brancher sur USB, en fait, comme une webcam finalement qu'on branche sur USB. Donc aussi, on a déjà profité des 4 bus USB d'un Raspberry Pi 4 avec succès. Donc on sait mettre quand même une belle flopée de capteurs et on a une puissance de calcul suffisante pour mesurer tout cela. Voilà, et donc par rapport à l'histoire de est-ce qu'un Arduino serait à préférer par rapport à un Raspberry, ben en fait, c'est la différence entre un nano-ordinateur, le Raspberry, et l'Arduino, qui est en fait une carte à microcontrôleur. Donc, comme on l'expliquait tantôt, donc l'Arduino est plutôt pour des tâches plus simples. Donc, si le robot est très simple, ben, il n'y a même pas besoin de nano-ordinateur. En fait, hein, on pourrait même se limiter même à un microcontrôleur. Donc, comme Fred l'avait montré avec le robot pour l'enfant, là, avec la petite voiture, où en fait, il n'y avait qu'un Arduino, ou le robot tondeuse, en général, ils n'ont pas des systèmes très, très, très complexes. Mais c'est vraiment en fonction de qu'est-ce qu'on va faire de ces données. Si les données sont faciles à traiter et que c'est limite que des on-off, enfin des 0 ou des 1 simples, ben là, à ce moment-là, l'Arduino convient. Mais maintenant, dès qu'on fait un robot un tout petit peu plus complexe, on a souvent besoin de calculs supérieurs. Donc là, le Raspberry ou un autre nano-ordinateur est plus que nécessaire. Et l'inconvénient du Raspberry par rapport à l'Arduino que je pourrais citer aussi, c'est que le Raspberry tourne avec un operating system, donc on est avec des tâches qui peuvent être traitées en parallèle, mais on ne gère pas bien le temps, à quel moment se passent certaines choses, que l'Arduino étant avec une architecture plus simple, en microcontrôleur, ben là on sait vraiment dire, ok, cette tâche-là se fait avant celle-là, et l'autre se passe après celle-là, donc on peut maîtriser parfaitement les actions de notre robot. Si je vois qu'Arthur a un Raspberry Pi à la maison, si j'ai bien compris, il se demande ce qu'il peut faire avec. La petite voiture que j'ai dont j'ai pris une petite photo dans les slides, ça peut être géré par un Arduino Uno. Le Raspberry Pi le fera très bien aussi, mais l'Arduino Uno est quand même plus adéquat parce qu'on n'a que quelques capteurs assez simples ou comme le capteur à ultrasons à gérer, et ça c'est fort bien. Maintenant, vouloir mettre une caméra sur un Arduino, je le ferai pas. Autre question, quel avantage réel ROS peut apporter dans le développement de robots, intégration de capteurs par rapport à des bibliothèques plus usuelles? Alors, si on parle de... Voilà, donc il y a des bibliothèques, effectivement. Donc, la plupart du temps, on va dire que ces bibliothèques en C++ ou en Python, hein, c'est les deux grands langages qui sont souvent utilisés pour l'utilisation, par exemple, de capteurs ou de données. Ben, en fait, la grosse différence, c'est qu'il ne faut pas réinventer la roue, quoi. Avec ROS, ça permet vraiment d'interconnecter des données qui viennent d'un endroit. Par exemple, quand je montrais la caméra de profondeur, ben, elle va nous sortir un nuage de points. Ben, là-dedans, ce nuage de points, c'est quoi? C'est un ensemble de quoi? De combinaisons de distance, de couleurs, enfin des points de couleur. Donc, à la place d'avoir un système qui est avec des toutes petites boîtes à devoir nous-mêmes les interconnecter, ben, grâce à ROS,
on permet de connecter plus facilement ces différents outils qui sont eux-mêmes, en fait, souvent déjà des bibliothèques, déjà des faites, donc en Python et en C++ la plupart du temps. Voilà les... J'ai une autre question de Laurent Franco, mais qui m'a l'air beaucoup moins challenging que les précédentes, et qui est en fait, moi qui n'y connais vraiment rien en robot, qui me semble aussi intéressante, puisqu'il fait référence au fait de penser simple dans la conception des robots industriels, mais qui constate que les robots industriels, justement, ont de plus en plus de capteurs et de données à traiter, analyser, et il parle même d'intégrer du machine learning. Et alors, sa question, c'est est-ce qu'on est sur un effet de mode ou est-ce qu'on est sur un vrai besoin, voire une vraie plus-value par rapport à toutes ces tâches à réaliser? Je pense que l'intelligence artificielle amène beaucoup plus d'informations. Non, plutôt, les différents capteurs que l'on a aujourd'hui, comme les caméras, etc., amènent beaucoup plus d'informations. Et je pense que c'est ça où j'ai envie de dire, les développements essayent d'aller, c'est d'exploiter toute cette information. Du coup, la chaîne se poursuit, celle qu'on expliquait tout à l'heure, on a des capteurs, on fait des mesures, après il faut les traiter. Et donc, il faut traiter une masse d'informations. Il faut faire intervenir des logiciels plus costauds de machine learning, entre autres, pour effectuer ce traitement. Maintenant, la philosophie pensée simple, ça se réfléchit en amont. C'est ce qu'on a vraiment besoin de cette caméra pour faire le job du robot, oui ou non. Et parfois, il faut simplement remettre en question la décision qu'on avait prise sur cette caméra. Qu'en fait, on a fait un mauvais choix, qu'on n'a pas besoin de ça. Tout dépend de l'objectif, j'ai envie de dire. Alors, l'effet de mode du moment où on a un vrai besoin, je ne sais pas ça. C'est vraiment effectivement en fonction du temps. Maintenant, on est d'accord que c'est un peu comme tout, hein. On va vous pousser à prendre le dernier smartphone avec caméra de profondeur sur certains même téléphones. Je ne sais pas à quel moment vous allez utiliser ça dans votre vie si vous ne développez pas vous-même les applications. Donc, voilà, mais elles sont disponibles et rien que pour ça, vous allez être prêt à payer 200 € de plus parce que c'est le dernier gadget à la mode. Donc, voilà, c'est vraiment, ça peut être un effet de mode. Maintenant, aussi, il y a la démocratisation, hein, donc donc les composants qui coûtaient assez cher et donc des caméras par exemple, des caméras de profondeur, on en reparle il y a quelques années, c'était c'était que les centres de recherche ou les industries qui pouvaient se permettre d'acheter ça. Maintenant, vous pouvez même vous en acheter pour vous, voilà, comme j'ai montré avec la Kinect, quoi. Donc, qui étaient des caméras de profondeur qui sont disponibles pour qui veut un tout petit peu s'intéresser. Je vais rebondir sur une question de Simon Macquoy qui parle justement de pensée simple, qui souhaite un exemple. Est-ce qu'on va utiliser une caméra embarquée sur un robot pour aller détecter les bords d'un mur, les bords d'une zone? Pas forcément. On veut un simple petit bouton qui fait contact avec le mur est suffisant dans ces conditions-là. C'est dans ce sens-là qu'il faut penser simplement. Je vois également une question sur la consommation. Est-ce que la consommation d'énergie est une problématique dans vos designs? Alors, pour le moment, pas souvent. Enfin, les étudiants doivent évidemment dimensionner, mais qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, ils surdimensionnent un maximum en prenant des grosses batteries LiPo, donc les grosses batteries de voitures radiocommandées, quoi, hein, ou de drones. Mais pourquoi ils font ça? C'est pour leur faciliter la tâche. Maintenant, c'est vrai qu'ils savent qu'un match doit durer 100 secondes. Je l'ai peut-être pas dit tantôt, mais voilà, un match c'est 100 secondes. Maintenant, il peut y en avoir plusieurs à la suite, donc il vaut mieux jouer la sécurité en surdimensionnant dans ce cas-là. Mais ça pourrait être un problème, évidemment, parce que souvent, la taille de la batterie est proportionnelle à la quantité d'énergie qu'elle peut fournir. Donc, si on a un robot qui doit être tout petit et qui doit pas fonctionner très longtemps, alors à ce moment-là, effectivement, on va commencer à diminuer. Mais ici, on est souvent avec les étudiants déjà à réussir à faire fonctionner le robot et à ce qu'il fasse les tâches qu'il doit faire. L'alimentation en général est surdimensionnée. Moi,
À vous entendre, j'ai une question qui ne vient pas du chat, qui vient de moi. On entend, il ne faut pas lire beaucoup la presse pour voir qu'il y a un manque dans la fourniture de cartes électroniques et autres. Est-ce que c'est une composante qui va arriver par rapport à justement ces concours de robotique ou de développement, de dire, d'amener des étudiants à réfléchir à faire mieux ou à faire avec moins de composantes un certain nombre d'actions en se disant on ne peut pas non plus produire à l'infini ces cartes, les matériaux ne sont pas nécessairement faciles à fournir. Est-ce que c'est une notion qui est prise en compte? C'est même déjà le cas en fait. C'était déjà le cas même sans la pénurie. Donc les étudiants en fait doivent se débrouiller pour trouver un budget. Donc c'est un projet qui est assez global, hein. On ne se limite pas juste à la robotique. Le but c'est d'avoir un projet vraiment profond où les étudiants vont devoir apprendre à se faire confiance déjà et à travailler en équipe de A à Z sur un projet qui est assez tendu et avec quand même une source de stress qui est assez importante lorsqu'on arrive à la fin, lorsqu'on est en compétition. Comme n'importe quelle compétition, il y a ce stress. Et donc, du coup, ils doivent se débrouiller pour avoir un budget suffisant. Donc, si ils ont un budget qui est assez serré, ils vont vraiment faire attention à ce qu'ils achètent et éviter d'acheter n'importe quoi. Maintenant, s'ils ont un budget qui est plus large, comme on pouvait le dire tantôt, on pouvait prendre des capteurs plus gros et en se disant, au pire, il nous servira peut-être, au pire, on n'utilisera pas à 100% de son potentiel. Maintenant, est-ce que la crise des matériaux actuels va impacter? Probablement. Maintenant, ce qu'on fait, c'est beaucoup de récup aussi. Donc, les étudiants démontent, donc quasiment une des premières choses qu'ils font, c'est de démonter le robot de l'année avant pour récolter, justement, comme on a montré, il y a plein de pièces différentes, et ils font de la récup à partir de ça. Donc, ils vont récupérer des actionneurs, ils vont récupérer des cartes, parce qu'en gros, elles ne sont pas brûlées, donc elles sont réutilisables. Donc, rien n'est jeté tant que ça fonctionne. D'accord. J'ai une question sur la réalisation d'un robot Alcotest pour véhicule à base de capteurs MQ3. Alors, je ne connais pas personnellement le capteur MQ3. Maintenant, je suppose que c'est un capteur d'éthanol, je suppose, probablement. Et elle est où la question? Elle est c'est la question de Ishong, je ne sais pas comment on prononce. Okay. C'est dans les questions, mais c'est vrai qu'elle est La partie question. Elle est dans la partie question. Elle est Ouais, ok. peut-être pas assez précise ou trop précise. Il va falloir un tout petit peu compléter parce que là, je ne sais pas trop ce qu'on attend de nous sur cette question. Enfin, je ne sais pas si. Oui, parce que le contexte n'est pas clair. Juste un tout petit peu détaillé, il n'y a pas de souci, on veut bien répondre. C'est juste que le capteur ne connaît pas personnellement ce capteur-là. Mais de base, je suppose que faire un robot ou d'avoir si c'est pour, par exemple, un alcotest qui est lié au démarrage ou non de la voiture, c'est des choses qui existent déjà. Tout à fait. Si c'est ça, ça existe probablement, et si ça n'existe pas, ça doit être réalisable. C'est juste qu'il y a certainement des lobbies qui évitent d'avoir à devoir souffler dans sa voiture je suppose, pour pouvoir la conduire. Ce qui serait effectivement assez embêtant pour pas mal de monde. Mais voilà, on pourrait. Mais c'est peut-être ça. Oui, voilà. Soufiane précise, le capteur MQ3 est un capteur de gaz éthanol. Donc, c'était la présomption. Mm-hmm. Et alors, une question plutôt orientée formation, qui demanderait une précision par rapport à la formation d'ingénieur industriel comparée à ingénieur en robotique, qu'on pourrait trouver dans différents pays ou différents... La formation à Gram est une formation qui est une formation d'ingénieurs généralistes. Ils sont formés dans de nombreux domaines, que ce soit la chimie industrielle, la construction de la mécanique, et ce, durant tout le cursus. Il n'y a pas de spécialisation. Donc, ce ne sont pas des ingénieurs roboticiens qui sont formés. Ils sont polyvalents. C'est la polyvalence. Maintenant, ici, voilà, le projet se met aussi donc, comme l'a dit Fred tout à l'heure, en fait, c'est de manière volontaire en fait, que les étudiants se mettent dans ce projet. Donc, il ne fait pas partie du cursus, quoi. Donc, c'est vraiment une équipe d'étudiants qui se mettent d'accord. Enfin, voilà, j'ai envie, cette année, donc c'est en Master 1, ça prend
en Master 1 où ils ont la possibilité de venir, mais vraiment comme si c'était un club comme si c'était pour aller jouer au tennis, quoi. C'est vraiment, ils ont envie de le faire en plus de leurs études. Et Fred et moi, on est là pour les coacher, pour essayer qu'ils aillent le plus loin possible qu'ils apprennent le plus possible. Mais on n'a pas de cours de robotique. En tout cas, ce n'est pas encore dans les prévus. Mais voilà, c'est effectivement, il y a d'autres, par exemple en France, et c'est pour ça que d'ailleurs le concours européen a été créé par les écoles françaises, parce que justement, ils ont des écoles de roboticiens. Donc, que nous, on n'a pas. On a des bacheliers en robotique, et il y a certaines universités qui forment un peu plus, si je ne me trompe pas, un tout petit peu plus en robotique, mais il n'y a pas de réel ingénieur en robotique qui existe, je pense, en Belgique. Je pense. De manière générale, la formation d'ingénieur une grosse différence entre la France et la Belgique, c'est que la France forme des ingénieurs beaucoup plus ciblés, et en Belgique, on a tendance à former des ingénieurs plus généralistes. Ça reste bien entendu une tendance parce qu'il y a toujours des exceptions, il y a toujours des... C'est des petites variantes en fonction des écoles. Voilà, exactement. J'ai une question pour faire un essaim de robots. Serait-il possible d'associer plusieurs types de cartes ensemble? Et la question est plus orientée pour savoir quel type de carte doit-on privilégier dans ce cadre-là. Donc pour faire un essaim de robots. Donc déjà, à mon avis, là, utiliser un système style ROS serait, à mon avis, nécessaire pour faciliter la gestion justement de cet interfaçage, puisqu'en fait, on a déjà les robots en eux-mêmes qui doivent communiquer avec leur système. Donc l'essaim, ça dépend à quel point les robots dans l'essaim sont complexes, évidemment. Mais il faut plutôt aussi un système qui gère l'ensemble de l'essaim. Donc, et je pense qu'on arrive effectivement à un stade où on doit travailler avec un métasystème pour superviser cet ensemble de robots. Mais niveau carte, je pense pas qu'il y ait de limitation. Ça peut être, donc ça dépend encore à nouveau. Si c'est des tâches simples que les petits robots doivent faire, style voler et être à une position fixe, peut-être que juste un microcontrôleur, il faut qu'il soit assez costaud peut-être pour embarquer ROS, comme je disais tout à l'heure, mais pourrait suffire. Ça, c'est possible. Maintenant, si ce petit robot doit avoir sa propre intelligence parmi les sains, donc dans son essaim, il doit aussi avoir son intelligence, à ce moment-là, il va falloir monter en complexité et donc passer probablement vers des cartes nano-ordinateurs. Maintenant, le problème avec ce système-là, avec ces essaims, évidemment, c'est la contrainte du poids, quoi. Donc, voilà, on ne sait pas tout avoir, mais là, il faudrait probablement s'orienter plus vers des systèmes, je pense, simples, donc des cartes les plus petites possibles, un microcontrôleur, mais avoir une intelligence globale qui communique, donc comme disait Fred, avec un métasystème qui, lui, donne les ordres à ces robots, ces petits robots, quoi. Mais j'ai pas encore, le sujet m'intéresse, je n'ai pas encore eu l'occasion de le creuser, mais personnellement, je chercherais d'abord à savoir quels outils utiliser pour assurer la communication et la cohérence, j'ai envie de dire, de l'essaim. Et sur base de cela, dégager des spécifications matérielles et ensuite sélectionner la carte, là où les cartes qui colleraient. Bon, ce serait mon approche. Mais ce serait la même pour moi. Un grand merci. Et à ma connaissance, j'ai fait le tour des questions. On a abordé l'ensemble des questions qui ont été posées. Un grand merci en tout cas à tous les participants pour toutes les questions, toutes les interactions. Alban et... Oui, j'ai juste vu tantôt... Tac, tac. Oui, il y a aussi... je sais pas maintenant, c'est moi qui me tire une balle dans le pied. Comment valoriser l'usage des robots en Afrique francophone? C'est quoi le but de la question d'abord? Quel genre de robots? Est-ce que ce sont des robots à usage industriel ou bien des robots... Enfin, qu'est-ce qu'on sous-entend en fait par robot derrière?
Mais finalement, l'usage des robots, que l'on soit en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, euh, l'usage des robots n'a pas de frontières. C'est ça, C'est c'est effectivement une histoire de moyens. Il y a peut-être une Mais question de moyens dans certaines régions ou d'arriver à la définition des actions à réaliser. Oui. C'est vrai que en fait, on est plus effectivement sur un système plus politique, là, enfin politique, géopolitique. j'avoue que moi, j'ai passé la question parce que justement, sur cette question de localisation, je vois pas pourquoi on aurait plus. Enfin, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser autant de robots en Afrique que partout ailleurs dans le monde Ouais, voilà. Désolé de ne pas savoir plus répondre que ça. Je ne sais pas Ah s'il oui, y il y a avait d'autres aussi une questions. question, si j'avais vu tantôt. Il y a une question sur la formation de Hicham qui est intéressé par une formation de Karel de robot, Fanuc, pour écrire dans RoboGuide. J'avoue que donc les robots Fanuc, là, à ce moment-là, je ne sais pas si tu as pu participer au premier webinaire, mais c'était plutôt avec ces personnes-là. Maintenant, le prochain webinaire, justement, est sur la formation. Donc, exactement, avec le prochain webinaire présenté par Dominique Hermès. C'est ça, entre autres. Ça. Donc là, il t'aura toutes les réponses sur le prochain webinaire, justement. Donc, Hicham, on t'invite à participer au prochain webinaire. La communication va être faite aussi à tous les participants de ce soir, qui s'orientent vraiment davantage sur le côté formation, sur les filières et ce qu'on peut proposer principalement à Elmo. Et j'avais vu aussi, oui, donc est-ce que Elmo organise une compétition de robotique? Non, pas encore. On n'a pas encore, donc probablement que dans la suite, si on arrive à être assez motivé et avoir assez de gens motivés, pourquoi pas créer des compétitions au sein même de l'atelier de Zenob, hein, donc de faire justement des ateliers où on pourrait dire, OK, on fabrique le robot, des petits robots, hein, peut-être des petites compétitions internes au sein des membres, mais pas au sein de Elmo, donc pas au sein de la haute école, ça n'a pas encore... Et comme ça ne fait pas partie des cursus en tant que tel, on n'a pas non plus. Mais l'atelier de Zenob pourrait... c'est le genre de choses qu'on compte aussi peut-être faire si on arrive à trouver assez d'énergie pour. Et du temps. Oui, et voilà, l'énergie et le temps. C'est pas toujours les idées qui manquent. Voilà, c'est ça. Pourrais poser une question. Moi, personnellement, je suis diplômé d'Elmo en commerce extérieur. Et alors, par rapport au concours de robots, est-ce qu'il y a puisqu'il y a des volets recherche de financement et autres, est-ce qu'il y a des étudiants d'autres sections qui pourraient rejoindre les équipes de Gram Alors, en fait, c'est la complexité logistique qu'on coince. Donc, à Gram, comme disait Fred au début, finalement, on a trois masters différents. On a le master en industrie qui est la filiale de base, enfin celle qui a toujours existé, la filière historique de Gram. On a le GED, donc génie énergétique durable, et IBE pour le business. Et ça fait seulement que quelques années, donc ça fait seulement, je crois, 2 ou 3 ans maximum, qu'on a ouvert à d'autres que ceux qui étaient dans la filière classique industrie. Ouais. Tout ça pourquoi? C'était parce qu'en fait, ils sont dans des classes différentes, du coup, ça devient déjà vite compliqué de faire des réunions avec eux. Donc avec, en plus, l'extérieur, pourquoi pas, mais ça risque d'être fort compliqué. Maintenant, au sein de l'atelier, ça sera le genre de choses qu'on fera tout le temps, puisque ce seront des personnes qui seront soit des étudiants, enfin, ça pourrait être des étudiants avec des personnes qui travaillent, avec des personnes qui sont peut-être dans le secondaire, et faire des mixtes, justement, de génération et du coup de milieu. Mais ça serait au niveau... Donc pour le moment, ce n'est pas possible parce que c'est juste la difficulté logistique. Question logistique, des étudiants qui ne sont pas sur les mêmes sites, pas avec les mêmes horaires. Voilà. Et c'est ça qu'avec l'atelier de Zenob, normalement, là, ça pourrait faciliter les choses pour les extérieurs, de pouvoir créer quelque chose vraiment... Mais au sein du cursus, enfin, comme je dis, c'est pas dans le cursus, mais ça reste quand même lié à une année Master 1.
ben voilà, là, on peut leur dire, OK, vous allez dans cette classe-là, au moins, on peut situer et vous contacter correctement, enfin, plus facilement. Super. Ben, Alban et Frédéric, un tout grand merci pour votre présentation, votre disponibilité pour les questions. Merci à tous les participants. Et puis, comme je le disais en introduction, le webinaire a été enregistré. Il sera publié sur notre chaîne YouTube et les liens seront envoyés à tous les inscrits par email. Donc, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le revoir si vous n'avez pas pu tout suivre. Et on est toujours disponible si vous avez encore des questions via email. N'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec plaisir. Oui, voilà. Comme on vous a laissé nos adresses, hein, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, surtout en plus avec l'atelier de Zenob, en plus. Merci en tous les cas. Et merci pour toutes ces questions et votre engouement. C'était fort intéressant d'avoir autant d'échanges avec vous. Super. Un grand merci et une excellente soirée à tous. À bientôt pour un prochain webinaire. Donc, oui. À bientôt. À bientôt. Hein. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.